Bon, bien bonjour, bienvenue à tout le monde. Je veux d'abord souligner que je ne suis pas toute seule dans cette aventure-là. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail d'équipe. Il y a plusieurs auteurs, collaborateurs très talentueux, créatifs, engagés, qui ont mis la main à la pâte dans le projet pour qu'on puisse vous présenter aujourd'hui quelque chose qui est de grande qualité et qui, j'espère, va vous plaire. Avant de commencer, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi on a décidé de proposer une nouvelle collection en histoire au premier cycle. D'abord, on voulait offrir un matériel qui soit plus actuel et qui soit mieux adapté aux besoins des enseignants et des élèves. Parmi les préoccupations qu'on avait et qui ont guidé notre travail tout au long du projet, on souhaitait mettre davantage de l'avant les opérations intellectuelles. On sait que c'est une préoccupation des enseignants en histoire de travailler davantage et mieux les opérations intellectuelles en classe avec l'utilisation des documents. Alors, ça faisait partie des choses qu'on voulait mettre davantage. Ensuite, on voulait que ce soit une collection qui soit complète, qui permettent à l'enseignant d'avoir en main tous les outils. Donc, c'est un clé en main qu'on vous propose aujourd'hui. L'enseignant va avoir tout ce qu'il faut à la fois au niveau des contenus, tout le programme est couvert, pour les apprentissages et aussi pour l'évaluation. Je vous le montrerai un peu plus tard dans la présentation. On avait aussi la préoccupation de vous offrir quelque chose qui soit cohérent, c'est-à-dire que ce que l'élève va développer dans ses apprentissages, ça corresponde à ce qui va être évalué et vice-versa, que l'évaluation corresponde à ce que l'élève a travaillé au cours de ses apprentissages. C'est avec tous ces objectifs-là en tête qu'on a concocté la collection Histoire à la carte. Alors, Histoire à la carte, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est 2 cahiers d'apprentissage. Un cahier en première secondaire, un cahier en deuxième secondaire. Et l'expression à la carte, ça fait référence au fait qu'il y a beaucoup de flexibilité, qu'on vous offre des choix à travers cette collection-là. Alors, qu'est-ce qui est à la carte là-dedans? D'abord, vous allez pouvoir travailler au choix, soit avec la version numérique des cahiers d'apprentissage ou la version papier. Et si vous choisissez de faire travailler vos élèves avec la version papier, il y aura 2 formats disponibles. Vous pouvez choisir le format cahier relié dans lequel on trouve tous les chapitres, c'est la formule un peu plus classique traditionnelle, ou encore, vous aurez aussi l'option de l'avoir en fascicule. Je vous en montre un ici. Ils ont été envoyés dans les écoles, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu la chance de l'avoir avant la fermeture des établissements. Le format fascicule, c'est un petit cahier de 30 quelques pages pour chacun des chapitres. Donc, il y a autant de fascicules qu'il y a de chapitres. C'est un peu un format magazine revue. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte qu'un enseignant va préférer travailler avec la formule fascicule plutôt qu'en cahier relié. Par exemple, il y en a qui peuvent trouver que ça donne un sentiment de nouveauté, une impression de nouveauté à chaque fois qu'on aborde un nouveau chapitre. Ça peut être plus motivant pour les élèves aussi d'entreprendre un petit cahier à la fois plutôt qu'un gros cahier. C'est plus petit, c'est plus léger, ça se transporte mieux dans le cartable, dans le sac d'école. Mais il y a des profs qui vont préférer travailler avec le cahier relié complet. Alors, vous allez avoir le choix entre les 2 formats. Alors, c'est Histoire à la carte, entre autres, à cause de ça. À la carte, ça réfère aussi au fait qu'il y a beaucoup de flexibilité. Quand on a conçu la collection, on avait le souci que ça puisse s'adapter à différentes approches pédagogiques. Histoire à la carte, ça peut vous servir de matériel de base dans votre enseignement parce que c'est complet. Il y a tout ce qui est au programme, il y a tout ce qu'il vous faut comme outil avec les cahiers et tous les qui viennent avec pour que vous puissiez choisir d'utiliser Histoire à la carte comme matériel de base dans tous vos cours. Mais l'enseignant qui préfère l'utiliser comme soutien va pouvoir aussi faire travailler l'élève de façon autonome. Donc, on a eu une double préoccupation de faire quelque chose de complet, mais aussi quelque chose qui permet à l'élève d'être autonome parce que c'est simple dans l'utilisation. Puis finalement, Histoire à la carte, il y a évidemment une parenté avec Géo à la carte, qui est une série de fascicules en géographie. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette collection-là. Histoire à la carte, c'est la petite sœur de Géo à la carte. Il y a des choses qui se ressemblent entre les 2 collections, même si ce n'est pas identique.
On a identifié dans Géo à la carte des éléments qu'on trouvait efficaces et qu'on a souhaité reprendre. Alors, s'il y en a parmi vous qui connaissent la collection en géographie, vont reconnaître, entre autres, l'utilisation des illustrations, des petits dessins, des annotations, de la mise en page qui est très dynamique, de l'utilisation de beaucoup de documents visuels. Alors, il y a des éléments de Géo à la carte, une facture particulière au niveau visuel, mais au niveau du traitement des contenus aussi, qui se ressemblent. Alors, ça, c'est pour ma présentation générale. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer les cahiers d'apprentissage, comment ils sont structurés, en vous montrant un exemple concret d'un chapitre de secondaire 1. Puis par la suite, quand je vais avoir fini de faire le tour du cahier, je vais vous donner un aperçu des différents compléments qui existent aussi. Alors là, c'est mon premier webinaire. Je vais vous partager mon écran. Amélie, est-ce que tu peux me dire si ça fonctionne? Absolument, tout est beau, Julie. Super, merci. Alors, pour vous montrer la structure des chapitres dans les cahiers d'apprentissage, la structure est toujours la même, peu importe si c'est en secondaire 1, secondaire 2. Je vais vous montrer le fascicule de première secondaire, le deuxième chapitre qui est sur les premières civilisations. Puis pour vous donner un aperçu, je vais juste placer... Excusez-moi. Je vais juste placer mes éléments comme il faut. Pour vous donner un aperçu du contenu puis de la structure des chapitres, je vais dans la table des matières. Chacun des chapitres, ici, c'est les premières civilisations, commence par une ouverture sur 2 pages que je vais vous montrer tout de suite après. Ensuite, il y a une section « Où et quand » qui sert à placer le contexte spatio-temporel, qui est suivi d'activités. Et tout le contenu historique de la société à l'étude est présenté sous forme de dossiers. Dans ce cas-ci, il y a 1, 2, 3 dossiers. Certains chapitres peuvent en avoir plus ou moins, ça dépend comment on les a répartis. Et ensuite, il y a une ou plusieurs sections ailleurs. Les ailleurs, c'est ceux du programme. Donc, si dans le programme, il y en a 3, comme ici, il y a 3 double pages ailleurs. S'il n'y en a pas dans le programme pour une société à l'étude, il n'y aura pas de section ailleurs. Il y a une section aujourd'hui et ça se termine avec la synthèse du chapitre. Alors, ce que je veux faire, c'est un survol de chacune de ces sections-là avec vous pour vous montrer comment on les a conçues avec les intentions que je vous ai nommées tantôt, puis comment on peut les utiliser en classe. Bon, tous les chapitres commencent avec une double page très visuelle, c'est l'ouverture. Et dans cette double page-là, on a le titre du chapitre, les premières civilisations dans ce cas-ci, et on a des très grands documents visuels. On a toujours un document hier sur le passé et un document aujourd'hui sur la société actuelle. On a choisi ces documents-là, puis quand il n'y en avait pas à notre goût, on les a fait faire de manière à ce que ça facilite l'observation, la comparaison entre les sociétés du passé et les sociétés d'aujourd'hui. Cette double page-là d'ouverture, elle sert à susciter l'intérêt de l'élève. Puis dans le cadre de la démarche historique, on peut s'en servir pour analyser, si on veut, en classe avec les élèves, ces documents-là, les questionner, leur faire faire des constats, leur faire relever des éléments de continuité et de changement entre le passé et le présent, les amener à se questionner sur la société du passé. Donc, c'est vraiment une amorce avant de commencer l'étude du chapitre. Il y a un troisième document qui est fourni. Dans ce cas-ci, c'est un document écrit de source secondaire, mais des fois, c'est d'autres types de documents qu'on met ici en complément. Ça peut donner un angle pour l'analyse des documents qui sont ici. C'est un complément, un troisième document à analyser. Dans l'ouverture, on trouve un sommaire du chapitre, une petite introduction. Ah, il y a un micro qui est ouvert. Et vous allez trouver dans l'ouverture aussi une question d'ouverture. Ici, je vais vous l'agrandir. La question qui est sur fond bleu, c'est la question principale du chapitre. Ici, c'est l'écriture. Pourquoi est-elle liée à la naissance et au développement de la civilisation mésopotamienne? C'est la question de départ qui va aussi être la dernière question qu'on va poser dans la synthèse à l'élève, puis on va l'amener à y répondre en lui fournissant des documents puis une structure. Je vais vous le montrer à la fin de la synthèse tout à l'heure. Donc, on la reprend, cette question-là, à la fin. Et dans l'ouverture, on trouve aussi dans le bandeau en bas les concepts du programme. Et là, ceux qui connaissent la collection Géo à la carte vont voir ici une similitude avec cette collection-là de géographie.
tous les concepts ont été illustrés de manière à aider les élèves à comprendre le sens de ces mots-là. Donc, avec quelque chose de visuel qui aide, qui facilite la compréhension du concept. Il y a aussi des liens dans la version numérique. Ici, on voit qu'il y a des petits pictogrammes, des liens vers des compléments numériques. Celui-là, ici, quand je clique dessus, ça écrit « Parcours 3D ». Il y a une activité pour chacun des chapitres qui est proposée et qui utilise la plateforme Google Earth pour faire un tour géographique, explorer dans le monde d'aujourd'hui où se trouvaient ces sociétés-là avant. Je ne vous le montre pas maintenant, mais dans la présentation numérique, tantôt, on pourra vous en reparler. Et aussi, il y a une autre petite icône ici qui mène vers une vidéo. Je la pars sans le son, vous ne pourrez pas l'entendre, mais vous allez pouvoir voir. Pour ceux d'entre vous qui connaissent peut-être l'historien Laurent Turcot, qui fait entre autres des capsules historiques sur le web qui s'intitulent « L'histoire nous le dira ». C'est des capsules qui sont destinées aux adultes puis qui peuvent durer une trentaine de minutes chacune. Laurent Turcot a accepté de nous faire adapter pour nos élèves des petites vidéos courtes. Celle-ci fait 3 minutes pour servir d'amorce, d'introduction à nos différents chapitres. Donc, chacun des chapitres en secondaire 1 et 2 offre cette petite vidéo-là animée par l'historien Laurent Turcot. Dans ce cas-ci, il parle de l'invention de l'écriture. Alors voilà, la double page d'ouverture sert d'amorce à chacun des chapitres de cette façon-là. Il n'y a pas d'activité liée à ça. Et ensuite, on entreprend le chapitre, je tourne la page, avec la section « Où et quand ». Le où et quand, son nom l'indique, c'est pour situer dans l'espace et dans le temps. Sur la double page, on trouve évidemment une ou plusieurs cartes géographiques. Il y a une ligne du temps en bas ici. La ligne du temps, elle situe dans le temps certains événements importants de la période à l'étude, avec des illustrations aussi pour la rendre un petit peu plus attrayante et agréable pour nos élèves. Et le texte sert d'introduction. Et dans le texte, on aborde déjà certaines notions que l'élève doit comprendre pour la suite. Et dans cette double page-là aussi, on aborde un ou deux concepts. Habituellement, on aborde le concept central qui est dans le programme pour ce chapitre-là. Alors, dans le cas du « où » et « quand » ici du chapitre 2, on va mentionner pour la première fois dans le texte le mot « civilisation » qui est le concept central. Alors, c'est dans cette page-là qu'on va remettre ici notre petite illustration du concept de civilisation avec sa définition. Donc, les concepts sont placés comme ça au fil des pages, au fur et à mesure qu'on les aborde. Alors, le « où » et « quand », c'est une mise en contexte et c'est suivi d'une section d'activités qui sont associées à des opérations intellectuelles. Je vais revenir sur les activités un petit peu plus loin. Je vais juste vous montrer ensuite, après la section « Où et quand », quand on défile les pages, le contenu est organisé par dossier. Le dossier commence avec un bandeau rouge, on le reconnaît facilement. Donc ça, c'est le premier dossier qui fait 4 pages. Ensuite, il y a des pages d'activité. Le deuxième dossier fait 4 pages. Je vais vous montrer plus en détail comment les dossiers sont organisés. Alors, le dossier 2, ici, dans ce chapitre-là, le titre d'un dossier, c'est toujours une question. Alors, dans ce cas-ci, pourquoi l'écriture est-elle nécessaire à l'organisation politique et sociale en Mésopotamie? On a titré nos dossiers avec des questions parce que ça engage davantage la lecture, puis ça donne une intention de lecture à l'élève quand il aborde ce dossier-là. Si je vous montre comme ça la double page, puis je vais tourner, je vais vous montrer la suivante, on remarque que les textes sont généralement assez simples, assez courts. Là, je ne les lirai pas, mais ils sont aussi vulgarisés pour s'adapter à l'âge des élèves du premier cycle. Il y a beaucoup de schémas, beaucoup d'illustrations, beaucoup de petites annotations. C'est une mise en page qui est très, très dynamique, qui apporte le support visuel qu'il faut pour aider les élèves à comprendre les contenus. Et chaque fois qu'on aborde un nouveau concept, là, comme je l'ai montré tantôt, les concepts sont définis avec des petites illustrations pour les soutenir. Alors, les contenus sont présentés comme ça dans chacun des dossiers de chacun des chapitres. Et au niveau des activités, on trouve dans presque toutes les pages des petites questions
en boîte qui viennent orienter l'élève un peu dans ses stratégies de lecture, puis dans les éléments qu'il doit retenir. Les petites questions en boîte, des fois, il y a des petites lignes pour répondre. Des fois, on lui demande de surligner dans le texte, comme ici. On lui demande quels sont les avantages de mettre des lois par écrit, surligne-le dans le texte, et surligne les domaines régis par le Code d'Hammurabi. L'intention des petites questions en boîte comme ça, c'est que l'élève, au fur et à mesure de sa lecture, annote les choses importantes dans son cahier, soit actif dans sa lecture tout au long de ses apprentissages. C'est beaucoup des questions de repérage. Ce n'est pas des questions qui sont difficiles. Habituellement, l'élève peut le faire facilement par lui-même. Ce n'est pas des questions qui sont liées à des opérations intellectuelles. C'est vraiment plus des questions pour orienter. Julie, on a perdu ton... Et à la fin du dossier, on complète un dossier de 4 pages. On termine avec un espace résumé. Je vais vous l'agrandir. C'est un résumé sous forme de schéma ou de tableau à compléter qui permet à l'élève d'abord de relever les éléments les plus importants dans ce qu'il vient de voir dans le dossier, mais aussi de se faire un schéma mental pour organiser lui-même ces informations-là dans sa tête. Alors, au niveau des activités, au cours de l'apprentissage, au fil des dossiers, l'élève a presque à chaque page des petites activités comme ça à compléter pour s'assurer de faire les apprentissages au fur et à mesure. Mais à la fin des dossiers, là, il y a une section activités où on propose des questions qui sont toutes en lien avec des opérations intellectuelles. Je vais vous agrandir ici. Chaque question OI vient avec une réglette d'appréciation en dessous où l'opération intellectuelle est nommée, où l'élève peut venir vérifier à quel point il a réussi ou pas réussi cet exercice-là. Et ça vient avec des documents que l'élève doit utiliser pour répondre aux questions. Des fois, les éléments de réponse sont fournis dans le document. Des fois, le document sert de mise en contexte, puis l'élève doit utiliser ses connaissances pour pouvoir répondre aux questions. C'est varié, en fait, le rôle des documents dans les questions parce que dans les évaluations, c'est varié aussi. Donc, on veut exercer l'élève à peu près tous les cas de figure qu'il pourrait rencontrer. Puis là, je veux faire une petite parenthèse ici pour mentionner que dans la conception des activités, on a eu un souci qui est une certaine progression tout au long de l'année en secondaire 1 et ensuite en secondaire 2 sur le niveau de difficulté de ces tâches-là d'opération intellectuelle. Si je vous montre cette section-là ici, vous remarquez que les documents auxquels on réfère l'élève ont été mis là dans les pages d'activité directement à côté de la question. Les documents auxquels l'élève se réfère sont juste là sous ses yeux. Plus on avance dans les chapitres, puis plus on va amener l'élève à aller chercher lui-même dans les pages précédentes les documents dont il a besoin pour répondre aux questions, un peu comme quand il doit se référer à un dossier documentaire dans une évaluation. Ça ici, c'est le chapitre de secondaire 2, secondaire 1. On est en début d'année de secondaire 1, l'élève a 12 ans, il n'est pas habitué à ce genre de tâches-là, donc on lui donne les documents au fur et à mesure. Mais pour vous permettre de comparer, je vais juste sortir de ce cahier-là puis vous montrer dans le chapitre 6 de secondaire 2, donc le dernier chapitre du cycle, quand les élèves sont rendus plus vieux et sont habitués. Donc ici, on a une section d'activités de secondaire 2 et là, on ne fournit pas tous les documents dans les pages d'exercice. On va plutôt envoyer l'élève vers la ligne du temps, vers la ligne du temps des pages précédentes. Et c'est lui-même qui va devoir revenir en arrière dans son dossier pour aller le consulter, aller analyser la carte des pages précédentes et ensuite revenir répondre à la question. Et ça permet à ce moment-là, plus on avance dans les chapitres, plus il va avoir des questions nombreuses dans les sections d'activité. Puis de temps en temps, on lui fournit, comme ici, des documents parce que ce sont des nouveaux documents qui ne se trouvent pas dans son dossier. Alors, on a eu ce souci-là, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. On a eu le souci de tenir compte du fait que les élèves au début de l'année en secondaire 1 ne sont pas à la même place dans l'utilisation puis la mobilisation des opérations intellectuelles qui peuvent l'être quand ils sont rendus plus loin en secondaire 1 et ensuite en secondaire 2. Alors, c'est graduel
cette augmentation-là du niveau de difficulté. Est-ce que, Amélie, il y a des questions? Je peux faire une petite pause ici s'il y a des choses auxquelles tu voudrais que je réponde maintenant. Pour le moment, Julie, ça va super bien. Moi, j'avais des questions par rapport à la parution. C'est les dernières questions qui étaient présentes. Donc, par rapport à la parution, ce que je peux dire, c'est qu'il est en partie paru. Donc, autant pour le secondaire 1 et secondaire 2, sera terminal pour le printemps et prêt à utilisation pour la prochaine rentrée scolaire. C'était les questions qu'on avait jusqu'à maintenant. D'accord. Alors, je poursuis? Oui. OK, parfait. Après les dossiers qui viennent chacun avec une section d'activité, d'opération intellectuelle comme ça, il y a les sections ailleurs. Dans ce cas-ci, pour les premières civilisations, il y a 3 ailleurs au programme. Donc, il y a 3 doubles pages comme celle qui va s'afficher. Voilà. Dans Histoire à la carte, on a choisi de traiter les sociétés ailleurs de façon très courte pour aller seulement aux éléments essentiels. Alors ici, la civilisation du Nil en Égypte, ça tient sur 2 pages et ça inclut les activités dans ces 2 pages-là. Donc, on ne détaille pas à l'infini l'Égypte de l'Antiquité. En fait, on parle ici seulement des éléments qui vont permettre à l'élève de faire des liens, de comparer avec la société mésopotamienne qu'il vient d'étudier pour relever des similitudes et des différences. C'est surtout ça l'objectif. Alors, les ailleurs sont présentés de façon brève, très illustrée, très visuelle, et ça nous permet de questionner l'élève dans des activités d'opération intellectuelle, encore une fois, pour, par exemple, établir des comparaisons en relevant, ici, c'est des différences qu'on lui demande, une différence entre la Mésopotamie et l'Égypte. Tous les ailleurs comme ça tiennent généralement sur 1-2 pages. Après les sections ailleurs, c'est ici, il y a une section aujourd'hui qui porte sur le présent. Les éléments du présent qui sont abordés ici, c'est ceux qu'on trouve dans la progression des apprentissages. La progression des apprentissages nomme certains éléments du présent en lien avec la compétence 1, d'autres en lien avec la compétence 3. C'est toutes ces notions-là qui sont abordées ici dans la section aujourd'hui. Alors, on donne les informations sur le présent, sur la société actuelle à l'élève et on le questionne au fil des pages. Ça permet de mobiliser là aussi des opérations intellectuelles. Entre autres, on va pouvoir lui faire relever des continuités et des changements entre aujourd'hui et la civilisation du passé qu'il vient d'étudier. Alors là, aujourd'hui, tient généralement sur 2 ou 3 pages. Et ensuite, tous les chapitres se terminent de la même façon avec une synthèse qui tient en 4 étapes faciles. Première étape de la synthèse, c'est un résumé du chapitre, ici. Le résumé, ça le dit, c'est un résumé sous forme de texte qui rappelle les éléments principaux qui ont été étudiés dans le chapitre. Et dans le résumé, vous remarquez, il y a des mots qui sont en rouge majuscule. Ce sont les concepts du programme, ils sont tous là. Et il y a aussi des mots en caractère gras, ce qui est peut-être moins évident pour vous, vu que j'affiche les 2 pages, là, mais il y a quelques mots dans le texte qui sont en caractère gras. L'élève se sert de ces mots-là, les concepts en rouge et les mots en caractère gras, pour faire la 2e étape de la synthèse, qui est un schéma de révision. L'objectif ici, c'est d'être capable d'organiser les connaissances qu'il a acquis tout au long du chapitre, de discriminer les aspects de société, culturels, économiques, politiques, sociales. Et il doit compléter ce schéma-là en se servant des mots qui sont utilisés dans le résumé. Autrement dit, le résumé lui donne son choix de réponse pour compléter le schéma et il n'y a donc pas 36 000 réponses possibles dans le schéma, dans chacune des boîtes qui est à compléter ici. Alors ici, l'élève résume les contenus. Les 2 premières étapes de la synthèse, c'est vraiment au plan des contenus, qu'est-ce que je dois retenir de ce qu'on a vu là-dedans. La 2e étape de la synthèse, c'est des activités d'opération intellectuelle, encore, mais cette fois-ci, les documents sont regroupés dans le haut des 2 pages dans un dossier documentaire, un peu comme dans les évaluations. On est en préparation à l'évaluation ici. Et les questions sont regroupées dans le bas des 2 pages.
Comme d'habitude, il y a une petite réglette qui accompagne chacune des questions, mais dans ce cas-ci, on a ajouté des points parce qu'on veut faire prendre conscience à l'élève que là, maintenant, ce qu'il a pratiqué tout au long du chapitre, quand ça va être évalué, ça va venir avec des points, des notes. Ici aussi, j'ai peut-être trop agrandi là. Ici aussi, on a eu un souci de progression dans le niveau de difficulté. Ça, c'est la synthèse du deuxième chapitre de secondaire 1. Et donc, dans chaque question, on indique à l'élève quel document du dossier documentaire il doit aller consulter pour répondre. Plus on avance dans les chapitres, moins on indique les documents à chaque fois et l'élève va de plus en plus devoir aller discriminer dans le dossier documentaire quels documents vont lui permettre de répondre à chacune des questions. Et pour finir la synthèse, la dernière étape, c'est la question à réponse élaborée. La question, c'est celle qu'on avait en ouverture sur fond bleu. Pourquoi l'écriture est liée à la naissance et au développement de la civilisation mésopotamienne. Donc, on conclut le chapitre avec la question qu'on avait posée au départ. Et là, on fournit à l'élève une page de documents ici. Il doit se servir des documents pour compléter un plan et se servir de son plan pour élaborer sa réponse après. Et dans le plan, on dirige l'élève sur les informations qu'il doit trouver dans les documents pour compléter chacune des parties du plan. Et on lui demande dans chaque section d'indiquer les documents qu'il a utilisés pour l'habituer à utiliser les informations des documents et pas seulement ses connaissances pour répondre. Et ensuite, à partir de ces informations-là, il complète sa réponse ici et il y a une petite réglette d'évaluation à côté. Alors ça, c'est la structure de tous les chapitres. Tous les chapitres sont construits de cette façon-là. Maintenant, je veux vous faire explorer des petits compléments qu'il y a autour dans la collection aussi. D'abord, dans les chapitres 1 de chacune des 2 années, donc autant en secondaire 1 qu'en secondaire 2, on a mis un petit pré-chapitre qui sert d'introduction en début d'année, qui s'intitule « Je me prépare ». Donc, ça dit tout. Ici. Donc, je me prépare. Je vous montre celui de secondaire 1. Il est légèrement différent en secondaire 2. La section « Je me prépare » sert à présenter les notions de base. Donc, on est en introduction début d'année. Ici, on explique qu'est-ce que c'est l'histoire. En secondaire 2, on a modifié un peu. En secondaire 2, ça va être l'histoire, à quoi ça sert. Et là, on explique c'est quoi des sources primaires, secondaires, les différents types de documents qu'on utilise en histoire. On a une page sur les aspects de société. Chacun des aspects de société est défini. Il y a des mots-clés. Il y a une illustration qui permet de mieux saisir ce que c'est. Donc ça peut servir de référence à l'élève chaque fois qu'il doit travailler sur les aspects de société. Ensuite, on a 2 pages sur le temps et la mesure du temps. Alors, la ligne de temps, les repères de temps, les périodes, les siècles, comment ça fonctionne, la chronologie, les chiffres romains, dans quel contexte on les utilise et comment ça fonctionne. Et ensuite, 2 pages, les 2 dernières de cette section-là, avant les activités, sur les périodes historiques. Ici, en secondaire 1, on présente toutes les grandes périodes de l'histoire et on a accompagné ça d'un petit complément d'information ici. Celui-là, celui de secondaire 1, illustre la proportion de l'histoire humaine par rapport à l'histoire de la Terre. En fait, on veut faire remarquer à l'élève à quel point l'histoire, depuis l'émergence des premiers humains, représente juste une petite fraction de l'histoire de notre planète. Alors, c'est un petit complément ici à cette grande ligne du temps-là. Et la section « Je me prépare » se conclut par une section d'activités. Dans ce cas-ci, ce n'est pas des activités d'opération intellectuelle, c'est seulement pour aider l'élève à développer, maîtriser les éléments qu'on vient de lui montrer, donc discriminer les aspects de société, établir une chronologie et tout et tout. Donc, c'est un petit pré-chapitre de 8 pages qu'on trouve à la fois en secondaire 1 et en secondaire 2 au début de l'année. Il y a ça qui est dans la collection aussi, qui est intégré. Il y a un cahier aussi complémentaire qui s'appelle Cartéoi. Ceux qui connaissent la collection Géo à la carte vont peut-être voir une parenté avec le cahier Cartes et croquis de Géo.
Il y a des différences, par contre, entre ce cahier-là et celui de géographie. Là, peu importe si vous travaillez avec le cahier relié complet ou avec la version en fascicule, le fascicule carte et OI, il est séparé, il vient à part, mais il fait partie de la collection, là. Et ce qu'on trouve dans le carte et OI, c'est essentiellement 4 choses. Il y a des cartes, des fiches thématiques. Je vais vous en montrer un exemple après. Il y a des cartes politiques actuelles. Ça nous sert de référence, par exemple, si j'enseigne une société du passé, puis je veux me référer à une carte du monde ou d'un continent, une carte d'aujourd'hui pour montrer aux élèves ça correspond à quoi dans notre monde actuel. Donc, c'est un petit document de référence de carte ici. Il y a évidemment une section sur les opérations intellectuelles. C'est pour ça que ça s'intitule Carte et OI. Ça fait référence beaucoup à cette section-là. Et il y a un petit coffre à outils avec des outils complémentaires. Je fais un petit survol de ça. D'abord, les fiches thématiques. Qu'est-ce que c'est, les fiches thématiques? Il y en a 2 ou 3 par chapitre, des fiches thématiques. Ça nous permet d'aborder, d'approfondir un petit peu plus certains thèmes qui vont un peu plus loin que ce que le programme prescrit, qu'on aurait voulu détailler davantage dans le cahier, mais pour s'en tenir strictement aux éléments essentiels, on en a plutôt fait une fiche thématique. Alors, je vous donne un exemple concret. Dans le premier chapitre de secondaire 1, on aborde la préhistoire. Et on a fait une fiche thématique sur des lieux de fouilles. Je vais mettre en une page, je suis désolée. Des lieux de fouilles où on a découvert certains spécimens d'hominidés ou d'ancêtres des hominidés. Où est-ce qu'on les a trouvés dans le monde? Qu'est-ce qu'on sait de ces espèces-là qui vivaient avant nous? Alors, on approfondit un petit peu ces lieux de fouilles-là dans la fiche thématique sur les lieux de fouilles. Et si on veut aller encore plus loin avec les élèves dans l'exploitation de cette fiche-là, il y a un document reproductible dans le guide qui permet de mobiliser la technique, réaliser une ligne du temps à partir des informations qui sont là. Fait que c'est des compléments, des suppléments dans ce cas-ci parce que ça permet vraiment d'aller plus loin puis d'approfondir certains sujets si on le souhaite. Puis comme je disais, il y en a 2, 3 comme ça par chapitre. Ensuite, je vais sauter les cartes politiques, là, on comprend le principe. Au niveau des opérations intellectuelles, chacune des opérations intellectuelles est présentée et expliquée à l'élève dans le carte et OI. Et là où il y a une différence avec le carte et croquis de géographie, là, pour ceux qui connaissent la collection en géographie, c'est que dans ce cas-ci, l'élève a des activités aussi à compléter dans le cahier carte et OI. Alors, je vous montre l'exemple de l'opération intellectuelle établir des faits. On commence par expliquer qu'est-ce que c'est, comment on fait ce genre d'opération intellectuelle-là. Ensuite, on donne un exemple de tâche à l'élève avec un document, une réglette d'appréciation. Et cette page-là peut servir à l'enseignant qui veut faire de la modélisation en classe pour bien enseigner de manière explicite qu'est-ce que c'est l'opération intellectuelle, établir des faits. Je vais vous le montrer en double page. La page de droite, qui suit directement cette page-là, c'est des exercices où l'élève peut se pratiquer à répondre à des questions qui visent à établir des faits. Alors, on lui fournit une question, un document, une réglette d'évaluation et l'élève essaie de le faire par lui-même. Là où il y a une autre différence aussi avec le carte et croquis de géographie, c'est qu'en secondaire 1 et en secondaire 2, ce n'est pas les mêmes exercices qu'on donne. Le carte et OI de secondaire 2 va offrir à l'élève des exercices qui correspondent à des contenus de secondaire 2 et non pas ceux-là qui sont des exercices de contenu secondaire 1. Alors, chaque opération intellectuelle est présentée comme ça dans le carte et OI. D'abord, une section qui permet de faire la modélisation, puis ensuite de la pratique guidée ou de la pratique autonome de la part de l'élève. Puis finalement, dans la boîte à outils, à la fin du carte et OI, on explique que c'est le même principe que pour les opérations intellectuelles. On explique comment répondre à une question à réponse élaborée. On fournit une question à l'élève, on lui montre comment il peut annoter ses documents, comment utiliser les informations des documents pour compléter le plan et comment utiliser le plan pour compléter après ça la réponse élaborée ici. Il y a plusieurs autres outils dans la boîte à outils. Entre autres, on a
une représentation très visuelle de la démarche historique. Si on veut expliquer la démarche historique en classe, ça ici, ça peut être intéressant. Et ça fait un peu le tour des principaux éléments qu'on a dans le cahier Carte et OI. Et ensuite, il y a le guide de l'enseignant dans lequel il y a beaucoup de suppléments qui sont offerts. Je ne vais pas tous vous les montrer. En fait, j'achève. De manière générale, je peux vous énumérer en gros qu'est-ce que vous allez trouver comme matériel reproductible dans le guide de l'enseignant. Il va y avoir des mots entrecroisés qui mobilisent les concepts. Il va y avoir des quiz. Il va y avoir des activités, d'autres activités sur les opérations intellectuelles. En plus de tout ce qu'on trouve déjà dans le cahier puis dans le Carte et OI, il va y en avoir en supplémentaire, en reproductible, que l'enseignant pourrait utiliser en récupération avec des élèves qui sont en difficulté ou encore pour en faire une espèce de document de révision, de préparation à l'examen de fin d'année, par exemple. Donc, il va y avoir en plus ces activités-là. Il va y avoir aussi, évidemment, des évaluations, une grande évaluation par chapitre. Puis ça, je vais vous en montrer un exemple. Je sais que c'est quelque chose, c'est une des préoccupations qu'on a d'avoir des bonnes évaluations en histoire. Puis là, pour ne pas laisser en plan les enseignants de deuxième secondaire, parce que depuis tantôt, je montre juste du secondaire 1, je vais vous montrer une évaluation qui est terminée en secondaire 2 sur le chapitre 4 qui traite de l'industrialisation. Mais toutes les évaluations sont construites sur le même modèle. Alors, c'est toujours la même structure. Alors, voilà de quoi ont l'air les évaluations. Ceux qui connaissent la collection Géo à la carte vont reconnaître un peu la facture avec la division par section. Tous les examens dans Histoire à la carte ont une première section qui sont des questions de connaissances. Alors, 2 pages de questions sur des choses que les élèves devraient savoir après avoir vu ce chapitre-là. Les questions qu'on pose ici sont liées à des éléments de la progression des apprentissages. On ne questionne pas les élèves sur n'importe quoi. C'est les éléments de la PDA que l'élève doit maîtriser, doit savoir. C'est seulement là-dessus qu'on pose des questions. Il n'y a pas de document pour donner des indices à l'élève. Et ça se termine avec 1 ou 2 questions qui sont liées à des connaissances que l'élève doit avoir sur la société actuelle. Ça aussi, c'est des éléments qui sont dans la progression des apprentissages. Donc, l'évaluation comporte d'abord la section A, questions de connaissances. Ensuite, oups, je suis allée trop vite. Dans la section B, là, on a des questions d'opération intellectuelle qui viennent avec des documents, un dossier documentaire, puis les questions séparées. On a divisé la section B en 2 parties pour éviter de faire un dossier documentaire de 4 pages. On trouvait ça un peu costaud. Alors, on a d'abord 2 pages de documents. Les documents sont variés, cartes, documents écrits, iconographiques, diagrammes. Et ensuite, des questions d'opérations intellectuelles. Les opérations intellectuelles sont variées, encore une fois. Et pour les réaliser, l'élève doit consulter les documents du dossier documentaire. Ensuite, on a un autre dossier documentaire, un petit dossier documentaire de 2 pages et d'autres questions d'opérations intellectuelles qui vont avec cette section-là. Puis là, je veux mentionner que cette évaluation-là, toutes les évaluations sont disponibles en Word modifiable. Alors, l'enseignant peut le fragmenter et n'est pas obligé d'utiliser tout le document, toute l'évaluation et passer ça dans une seule période. On pourrait, par exemple, imaginer de prendre seulement les questions de la section B et de faire passer ça pendant une période aux élèves, seulement les questions d'opération intellectuelle. Et à la fin, la section C vient avec un dossier documentaire d'1 page. Et là, c'est une question à réponse élaborée pour laquelle on propose un plan à l'élève pour organiser sa réponse. On l'encourage à identifier les documents qu'il a utilisés, toujours dans le but qu'il développe l'habitude d'aller utiliser le dossier documentaire, l'espace réponse et la grille de correction. Donc, chaque examen est construit de cette façon-là. Et là, pendant que je reviens avec vous, dans le fond, une dernière chose que vous allez trouver dans le guide aussi, avec les évaluations, on va fournir, j'en ai pas d'exemple à vous montrer aujourd'hui, mais on va vous fournir aussi des documents de préparation à l'examen, des documents qu'on pourrait appeler des documents d'études. Moi, c'est quelque chose que j'utilise depuis plusieurs années avec mes élèves et depuis que je fais ça, j'ai remarqué une très grande amélioration
dans leur niveau de préparation quand ils arrivent aux évaluations. Alors, c'est des documents que l'élève complète d'abord, ça peut se faire en classe ou à la maison, et ça contient les notions qu'il doit connaître pour pouvoir faire l'examen, donc les notions qui sont dans la progression des apprentissages. Et ça va être offert comme reproductible dans le guide. Et moi, je peux vous dire par expérience qu'avec les tout-petits en secondaire 1, c'est un document que j'envoie à la maison et qui permet aux parents d'aider leur enfant aussi à se préparer, à savoir qu'est-ce qu'il doit étudier pour être prêt pour son examen. Alors, chaque examen va aussi être accompagné d'un document d'étude pour que l'élève puisse s'y préparer puis maîtriser les connaissances qu'il faut pour cet examen-là. Alors, pour ma part, ça fait le tour des cahiers d'apprentissage et de certains compléments. Là, je vais vous laisser maintenant avec, c'est Nathalie qui va faire les compléments. Et oui, je suis là. Alors, à mon tour, je vais partager mon écran. Ce ne sera pas très long. Petit problème technique. Nous y voici. Est-ce que tout fonctionne au niveau du partage d'écran? Oui, moi, je le vois bien. Oui, parfait. Oui. Super, super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vous amène avec moi dans la zone CEC 2.0 à la place de l'histoire à la carte, évidemment. Vos contenus apparaissent dans votre bibliothèque quand vous activez votre code d'activation à 8 lettres majuscules. Alors, tout à l'heure, on a vu les différentes vignettes. Je ne vous amènerai pas partout où on vous a amené précédemment. Je vous rementionne évidemment votre fascicule, les fascicules qui sont toujours disponibles, les cartes EOI, bien entendu, les parcours 3D. Moi, je l'avais déjà ouvert de ce côté-ci pour faciliter les choses et activer le processus. Fait que je vous amène comme si je cliquais. En cliquant sur la flèche, ça ouvre le lien Google Earth que voici. Et ça va nous amener dans le premier parcours qui va être disponible. Vous en aurez 6 en secondaire 1 et 6 en secondaire 2 qui vous seront offerts pour la collection Histoire à la carte. Alors, ça nous amène à un sommaire ici qu'on peut cliquer où on a différents points. Je ne vous les ferai pas tous un par un, mais je vais aller vous en montrer quelques-uns quand même, où ça nous amène à différents lieux pour pouvoir faire vivre en vrai l'histoire à vos élèves. Je viens de cliquer sur Babylone, la cité de Babylone. Et on y va tout doucement comme ça. Ça me permet aussi de vous parler de la possibilité pour les élèves d'avoir accès autant à la copie papier que numérique. Ce sont des choix qui vous sont offerts. Certains préfèrent fonctionner avec des cahiers et ou fascicules papier, d'autres avec des cahiers et ou fascicules numériques, ou pour beaucoup d'entre vous, le combo entre les deux soit autant la copie papier à l'élève que l'accès numérique qui lui permet, peu importe où il se trouve avec son ordinateur, son iPad, de pouvoir activer son code de cahier numérique. Et ça, bien, ça lui donne accès à tous ces suppléments numériques-là qu'on vous présente. Les vidéos, les parcours 3D, les images, les carousels d'images, tout ce qui est disponible en supplément numérique, en plus des exercices interactifs. Alors ça, c'est un petit plus que quand l'élève peut avoir la version numérique de son cahier, bien, il a accès à ça en tout temps et peut les regarder et les revoir autant de fois que ce sera nécessaire pour lui. Alors, je suis dans le point 5 à la cité de Babylone. Alors, vous pouvez vous promener comme ça, de toutes les façons possibles. Et j'ai aussi une petite vignette ici qui vous apparaît, où là, je peux aller sélectionner des choses et ça nous donne même accès à d'autres suppléments numériques.
Je sais, le son, vous ne pouvez pas l'entendre, c'est la plateforme Teams qui est fait comme ça, mais ma collègue Amélie, sur la conversation sur le clavardage, va vous partager un lien pour que vous aussi, vous puissiez aller sur la zone démo de Histoire à la carte et pouvoir aller vous promener et l'essayer. Une petite chose qui est à préciser, si vous avez déjà des comptes sur la zone CEC, quand vous allez entrer dans la zone démo, avant de quitter cette zone démo-là, ça va être important d'aller dans le petit menu hamburger, je vais vous le montrer tantôt, et vous déconnecter parce que sinon, à chaque fois que vous allez vouloir vous reconnecter à votre compte, la zone CEC, ça va vous ramener à la zone démo. Fait que pour être sûr de ne pas rester pris à l'intérieur, je sais que Histoire à la carte est très, très, très alléchant, mais pour ne pas rester pris dans la zone démo de la zone CEC, c'est important de la déconnecter avant de repasser à votre compte régulier de la zone CEC. Je referme tout ça ici. Alors, c'était le parcours 3D. Il y en aura 6 de disponibles en première secondaire et 6 de disponibles en deuxième secondaire, c'est-à-dire 1 par chapitre. Et comme je vous mentionnais tantôt, vous avez plusieurs endroits que vous pouvez voir. Mettons que je vous emmène vers un autre, qu'on choisit nos pyramides ici. Eh bien, voilà, encore une fois, on fait un petit tour d'horizon, on se promène et virtuellement, on voyage et on amène l'élève directement à venir voir la pyramide. Et la même chose ici, ma petite fenêtre qui s'est ouverte nous permet d'accéder à d'autres contenus numériques intéressants qui vont amener l'élève encore plus loin dans son parcours de découverte au niveau de l'histoire. Ça fait le tour pour le parcours 3D. Et évidemment, tantôt, vous avez vu qu'il y avait les vidéos de Laurent Turcot. Je vous mentionne aussi qu'il y en a 6 en secondaire 1 et 6 en secondaire 2 qui sont offerts. Et ça aussi, l'élève, en ayant le cahier numérique, peut avoir accès à ça. Les évaluations, Julie en a parlé tantôt. Les suppléments numériques, c'est tout ce que je vous parlais tout à l'heure de carrousel d'images, d'images interactives, de lignes du temps interactives qui vont se retrouver dans cette vignette-ci. Et les exercices interactifs, on peut aller en voir, il y en a déjà un petit panier qui a été déposé. Il va en avoir environ 300 par année en secondaire 1 et en secondaire 2 d'offerts à l'élève qui sont en lien, ils sont toujours classés par chapitre, par unité, donc qui sont en lien avec la matière qui est proposée, qui permettent à l'élève d'aller pratiquer certains concepts, de réviser aussi. Ça peut servir de bonne révision là, à la fin d'un certain chapitre pour pouvoir maîtriser les notions et la matière. Je retourne, vous voyez ici, je peux passer par ce petit chemin-là. Je pourrais passer par la flèche de retour, mais ça vous permet de voir une autre fonction de la zone CEC. J'ai aussi accès ici à toutes mes composantes. Fait que je peux revenir dans mes composantes de cette façon-là. Là, je suis revenue dans le cahier. Je voulais refaire un petit retour avec vous sur le fait qu'à chacune des pages du cahier, quand il y a des ressources disponibles, vous avez toujours la possibilité de les cliquer directement. Oui, vous les avez à l'intérieur des vignettes, comme j'ai montré tout à l'heure, que vous pouvez consulter quand vous êtes en mode planification, que vous voulez les voir pour décider à quel endroit vous allez amener vos élèves. Mais vous les avez aussi en mode enseignement. Quand vous êtes à votre TNI, vous pouvez cliquer directement dessus, comme on l'a fait tout à l'heure, pour nous amener. J'aurais pu passer par ici et cliquer parcours 3D et ça m'aurait amené à ce parcours 3D-là directement. C'est une autre façon de le faire. Oups, je suis ressortie de là et j'ai une bonne bibliothèque. Alors, on y retourne. Ça vous montre une autre fonctionnalité. J'utilise la petite loupe ici et comme ça, je peux retrouver mes collections facilement. Des fois, quand on enseigne au secondaire, on a plusieurs collections. Fait que ça nous permet, avec la petite loupe ici, de pouvoir aller directement à la collection désirée. Ça augmente un petit peu la fluidité de la recherche. Alors, ça fait le tour pour les premières secondaires. J'ai les mêmes vignettes ici qui se retrouvent en deuxième secondaire. Je ne voulais pas les négliger pour autant, avec toutes les petites vignettes disponibles que vous avez par rapport à la zone CEC. Dans un cahier, quand je rentre, je veux juste aller vous montrer un petit peu, vous avez un mode de navigation et un mode de consultation. Quand j'ouvre mon mode de consultation, apparaît ma barre d'outils, juste ici. Tantôt, Julie, elle, a réussi à mettre la barre d'outils verticale. Moi, j'ai un portable qui ne me permet pas de le faire parce que mon écran est beaucoup trop petit. Donc, je ne peux pas avoir accès à la barre d'outils verticale, mais il est vraiment très petit, moi, mon écran.
Sinon, vous pourriez vous aussi passer la barre d'outils à la verticale, mais on peut aussi la déplacer et aller l'installer là où on le veut. Je vais vous amener quelques petites fonctionnalités. Je sais qu'elle les a utilisées tout à l'heure, mais vous avez une loupe Zoom Plus, une loupe moins, pour pouvoir aller sélectionner comme vous voulez des sections. Je laisse aller et j'arrive à agrandir mes sections de façon très, très, très ciblée. Ça peut vous être utile. Vous pouvez le faire partout dans votre collection, peu importe quel mode d'affichage vous utilisez. Ce sont des choses que vous avez accès en tout temps. Pour revenir, je fais ma loupe moins. Mon mode d'affichage, justement, là, je suis en demi-page. Souvent, quand on projette au tableau blanc interactif, c'est le mode le préféré des enseignants parce que ça nous permet une meilleure visibilité de tous les élèves. Mais parfois, on a besoin d'aller en une seule page ou même d'aller en double page pour pouvoir donner accès à une partie. Là c'est sûr que je suis dans la table des matières, ce n'est pas l'idéal, mais quand on a une double page avec la théorie, c'est important aussi de pouvoir aller en double page et de là, toute mon importance de ma loupe Zoom Plus pour pouvoir aller agrandir mes sections telles que désirées et revenir à volonté. J'ai ensuite des outils qui peuvent vous être utiles, des outils pour les boîtes de texte, concernant la taille, la style et la largeur de petites boîtes de texte qu'on fait. Un crayon dont je peux sélectionner la couleur désirée, la largeur du trait, le type de trait. Je fais OK et je peux venir installer du crayon dans ma page. Je fais un petit point ici sur le crayon. Vous pouvez aussi utiliser les outils qui sont disponibles avec vos tableaux interactifs. La différence entre les deux, c'est que l'outil ici de la plateforme va suivre tout ce que vous faites avec votre cahier. Si je fais une loupe plus, que je viens agrandir, mon trait de crayon va suivre. Alors que si je suis avec les outils du tableau interactif, le trait ne suivra pas nécessairement parce que ce sont deux logiciels à poser l'un sur l'autre et pas le même logiciel. J'ai la même chose avec le surligneur où je peux choisir les mêmes fonctions et mon efface ici que je peux venir appliquer et enlever ma marque de crayon. Si j'avais eu plusieurs marques, j'aurais pu aussi prendre la poubelle et tout effacer d'un seul coup pour plus d'efficacité. Le petit cœur ici, c'est pour mettre des pages dans vos favoris. Si certains endroits, certaines pages de théorie vous semblent utiles et que vous allez les reviser à la fin de l'année, à la fin d'une étape, vous pouvez simplement, en cliquant, là je suis en double page, on me demande même quelle page je veux ajouter dans mes favoris. On clique et on le met en blanc. Et la page se retrouve juste ici en bas, dans l'onglet Favoris, où je peux aller retrouver les pages sélectionnées. Ça fait en sorte que ça devient plus rapide quand on veut faire la révision. En sélectionnant nos favoris, on a accès rapidement à toutes les pages qu'on a mis à l'intérieur de ça. Je veux l'enlever, c'est aussi simple que de le remettre en transparent. Ici. Il nous reste les deux onglets ici. Je ne rentrerai pas en détail, ce n'est pas une présentation complète de la zone CSC que je veux faire, mais juste vous montrer certaines fonctionnalités. C'est un onglet pour accéder à votre groupe. Les collections viennent avec des exercices interactifs. On a dit tout à l'heure que les élèves peuvent avoir accès à des cahiers numériques. Vous, en tant qu'enseignant, avec votre licence numérique, vous pouvez créer un groupe. Pour créer un groupe, on a l'onglet ici « Gestion des groupes ». En créant un groupe, ensuite, il apparaît ici, on peut aller le sélectionner. Ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, les élèves, en joignant votre groupe, eux aussi vont par le même chemin. Quand ils sont dans gestion des groupes, eux, leur seule option, c'est de joindre le groupe et non de créer le groupe. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez être en lien avec vos élèves. Et par cet onglet-ci, en sélectionnant le groupe, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir aller corriger des trucs dans les cahiers des élèves, que vous pourriez aller consulter ce que chacun des élèves fait, mais ça fait en sorte aussi que chaque élève peut avoir accès à votre cahier numérique. Et de là, vous pouvez venir ajouter des choses dans votre cahier pour pouvoir être en lien et enrichir le parcours des élèves et ou le vôtre. Ce n'est pas nécessairement pour partager. Vous avez une option toujours de choisir la note privée. Mettons que je fais ajouter un texte. Il y a une petite note privée qui apparaît ici. Ça pourrait être des notes pour vous que vous voulez ajouter. Si on ne clique pas ici, la note reste publique, donc devient partageable avec vos élèves à ce moment-là. Et comme vous avez pu remarquer, j'ai
non seulement un texte, mais je pourrais ajouter un hyperlien. Je pourrais aussi m'enregistrer et ajouter un petit audio. Ce n'est pas un audio qui est très, très long, environ 60 secondes, mais ça vous permet de pouvoir parler à vos élèves directement avec cet ajout-là et même un document que vous auriez dans votre ordinateur qui serait disponible, que vous avez créé, un PDF, un JPEG, un Word, peu importe ce que vous avez dans votre ordinateur et que vous voulez enrichir, vous voulez partager avec les élèves. Et ça fait le tour de la barre d'outils mathématiques. Je reviens ici à mon menu principal où j'ai la possibilité d'ajouter des contenus, même si vous fonctionnez avec plusieurs collections, pas nécessaire d'avoir un compte pour chacune des collections, mais vous pouvez ajouter vos contenus dans la même bibliothèque, créer votre groupe, gérer les membres de votre groupe et ensuite les icônes de déconnexion et de signalement des erreurs. Ça fait pas mal le tour. J'ai peut-être juste ces 3 petites-là ici en bas. La table des matières, c'est une façon de vous promener un petit peu plus rapidement dans vos collections. Ça nous permet d'aller section par section. Vous voyez, je clique sur les petites flèches et ça me donne les sections. Et si je clique dessus, bien, automatiquement, je m'en vais à l'endroit sélectionné. C'est une façon plus rapide de se promener dans la zone CEC. Et j'ai aussi ma possibilité de corriger qui est ici. J'essaie de trouver une page avec des exercices pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Voilà, nous avons des sections de réponses ici. On va fermer ça. Si j'actionne mon corrigé, d'emblée, quand vous ouvrez votre cahier, quand vous êtes sur la zone CEC, le corrigé va toujours être masqué, ce qui fait en sorte que quand vous ouvrez les pages sur le tableau interactif, les élèves ne voient pas les réponses automatiquement. Il faut venir le sélectionner. Et vous avez toujours le choix d'avoir une réponse à la fois ou toutes les réponses. Quand je suis sur une réponse à la fois, je dois aller cliquer dans chacune des sections pour pouvoir faire apparaître mes réponses une à la fois. Si j'avais demandé toutes les réponses, évidemment, comme je suis en mode double page, c'est les réponses des 2 pages affichées qui apparaissent automatiquement. Je sais, tantôt, j'ai vu qu'il y avait une question concernant la couleur du corrigé. Et oui, il est comme dans Géo à la carte, dans le même rosé rouge pour l'apparition des couleurs au tableau interactif. Et je le désélectionne automatiquement en revenant marqué masqué. Mais comme je vous dis, automatiquement en ouvrant, ça va être masqué. Ça fait le tour de la zone CEC. C'est très bref. C'est sûr que quand vous fonctionnez avec nos collections, nous, les délégués pédagogiques au CEC, on est toujours disponibles pour aller vous rencontrer en début d'année. On fait ce qu'on appelle des ateliers de démarrage. Et là, on prend le temps vraiment en classe, directement, avec vos outils, avec votre TBI à vous, de faire le tour des fonctionnalités de la zone CEC, de vous aider avec la gestion des groupes, l'inscription de vos groupes, tout ce que vous avez besoin comme soutien technique, on vous l'offre à la rentrée scolaire. C'est pour ça qu'on offre des ateliers de démarrage. C'est sûr que la prochaine rentrée, personne ne sait comment ça va se passer, quel genre d'entrée nous aurons, mais sachez qu'on sera présent en personne si on le peut, sinon virtuellement ou au téléphone pour pouvoir vous accompagner avec tout ça. C'est normal que vous ne reteniez pas tout ce qu'on vous montre d'un coup, mais c'est à force de le faire, puis on est toujours là pour vous aider. Et là, je vais changer d'endroit. Je vous amène dans notre site Internet, le site des éditions CEC. Et tout de suite, en haut, ici, vous avez trouvé votre délégué. C'est à cet endroit-là que vous pouvez aller cliquer. Tout est traité en territoire, en commission scolaire. Alors, en sélectionnant l'endroit où vous vous trouvez, si c'est primaire, si c'est secondaire, automatiquement, vous allez trouver votre délégué. Vous avez accès directement à notre numéro de téléphone, notre cellulaire et même en un seul clic à notre adresse courriel pour nous envoyer un petit courriel et nous demander ce que vous avez besoin. Vous pourriez aussi, à ce moment-ci, nous demander de recevoir ce qu'on a déjà de paru comme fascicule à la maison. C'est exceptionnel, on le fait maintenant. Fait en nous fournissant vos coordonnées, vous pouvez recevoir via votre délégué les fascicules qui sont rentrés dans les écoles, mais que vous n'avez pas eu le temps de recevoir pour la plupart d'entre vous. Fait qu'on pourra vous faire parvenir ça avec plaisir et répondre à vos questions aussi, ou même vous faire une petite présentation individuelle si vous avez d'autres questions auxquelles on peut répondre. Je vous amène maintenant dans la collection même d'Histoire à la carte. Le lien que ma collègue a partagé sur le clavardage pour aller directement dans la zone démo est accessible par ici.
Là, je suis rentrée, je suis allée sélectionner secondaire, je suis allée sélectionner histoire et le premier qui apparaît, bien entendu, est histoire à la carte. En descendant un peu, vous avez un survol où on vous explique un petit peu plus. Vous pouvez cliquer sur les « En savoir plus » sans aucun problème pour avoir plus de détails. Pour voir un extrait et aller dans la zone démo, c'est juste ici. En cliquant là-dessus, vous allez avoir le choix de voir l'extrait papier ou numérique. Si vous cliquez numérique, c'est là que vous allez arriver dans la zone démo et pouvoir consulter même le parcours 3D là, que je vous ai montré. L'inscription à l'atelier, c'est l'atelier que vous êtes en train de suivre, que vous avez ici. Mais si jamais vous voulez en revoir un autre, vous pourriez toujours, s'il y a d'autres plages horaires qui s'offrent, ce sera par ici. L'exemplaire gratuit, vous pouvez remplir directement ici ou écrire à votre délégué pédagogique, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Et je tiens à vous mentionner ici, j'ai un lien avec un formulaire. Pour nos utilisateurs de Géo à la carte actuellement, le guide corrigé numérique, le web 1 an d'histoire à la carte, vous sera offert gratuitement l'année prochaine en guise de petit cadeau. Bien sûr, c'est à l'achat des fascicules et ou cahiers uniques du degré concerné. Mais sachez que si vous êtes des utilisateurs de Géo à la carte, vous avez accès ici à une année gratuite de licence web 1 an pour histoire à la carte l'année prochaine. Quand on continue un petit peu plus bas, là où on nous présente la collection, on descend, on descend, on descend, et ainsi de suite jusqu'à la liste des produits. Et c'est là que vous pouvez retrouver les versions qui sont disponibles. Quand on parle de cahier d'apprentissage, c'est évidemment pour l'élève. J'ai ma version papier, mon ensemble papier et numérique. Version papier inclut les exercices interactifs, mais pas l'accès au cahier numérique, alors qu'ici, dans ce qu'on appelle, nous, le combo, l'ensemble papier et numérique, l'élève a ses fascicules papier, ses fascicules numériques et a aussi ses exercices interactifs, incluant, bien entendu, le référentiel. Le référentiel est disponible, que ce soit les fascicules qui soient choisis ou le cahier unifié. C'est sûr que le référentiel va être disponible pour ces élèves-là, peu importe le format que vous choisissez. Ensuite, nous avons le guide corrigé pour l'enseignant. La différence entre, vous avez guide corrigé ici et corrigé. La différence entre les deux, c'est qu'un guide corrigé vient avec une formule cartable où on a non seulement le corrigé du cahier et ou des fascicules, mais on a aussi disponible version papier, tous les reproductibles, les évaluations, etc., etc. C'est ce qu'on appelle, c'est un peu plus comme avant, tout ce qui existait comme gros guide de corrigé avec tous les repros à l'intérieur, version papier. Alors que le corrigé ici unique, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Oui, vous avez le corrigé en version papier, mais uniquement le corrigé des fascicules cahiers. Et ensuite, le reste est sur votre licence numérique d'1 an. Donc, les reproductibles et les évaluations vont se retrouver sur votre licence numérique, autant en version PDF qu'en version Word, pour pouvoir modifier ce que vous voulez modifier. Donc, ce qu'il y a de plus dans le guide corrigé, ce sont tous ces reproductibles-là que vous avez sur la version web que vous retrouvez en copie papier. Chacun choisit selon ce qu'il désire. Alors voilà, je crois que ça fait le tour de ce que j'avais à vous montrer brièvement par rapport à notre offre numérique pour Histoire à la carte et notre zone CEC. J'espère que tout ça vous fournit amplement de détails et vous donne le goût de venir essayer avec nous cette belle collection d'Histoire à la carte.